prêt ou pas? T'es prêt? On est prêt? Pardon, Ouais, pas moi on je est suis prêt. prêt, moi, vas-y. Bonjour, nous voici aujourd'hui à Saint-Donat. Ben, à Saint-Donat, donc le golfe qui est près de, enfin qui est à Grasse. Et nous sommes aujourd'hui avec un monument du golfe. Un monument du golfe connu, je dirais, de la terre entière. Nous sommes aujourd'hui avec Benoît du Colombier. Benoît, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ben, écoute, merci de nous accorder ce bref moment parce que je sais que dans une demi-heure, trois quarts d'heure, tu as quelques rendez-vous. Ouais. Donc, des gens qui sont impatients de te retrouver. Alors, on va parler un peu sur ta carrière d'entraîneur. Sur ta Ouais. carrière d'entraîneur, Mhm. peux-tu nous parler de ton parcours en tant qu'entraîneur de golf? Et qu'est-ce qui t'a conduit à cette carrière? En fait, j'ai été joueur professionnel pendant 10 ans et en même temps j'enseignais, c'est-à-dire qu'on se payait nos tournois en enseignant, puis le lundi on partait en tournoi. Et donc j'avais 10 ans d'enseignement à Monte Carlo Golf Club. Et donc il y avait le jeu et l'enseignement en même temps. Donc j'avais toujours un œil en fait sur quand j'étais, mettons, en finale d'un tournoi et que je voyais un joueur qui arrivait, je me dis celui-là, il va lui arriver ça, il va lui arriver ça, il va me faire des pushs ou des serpents. Donc il y avait un espèce de lien. Maintenant, quand j'en avais un qui arrivait avec des basiques parfaits, là j'étais inquiet. Je me disais, oh là là, là ça va être très très dur, il va falloir. Et c'est vrai que donc il y avait tout ça qui se mélangeait un peu. Et puis après, j'ai pris un poste de directeur à Roquebrune. Et là, j'avais en fait du temps libre, j'avais le droit d'enseigner. Donc j'enseignais à des très bons joueurs comme Emmanuel Dussard, Fabrice Arnaud, etc. Mais je faisais ça gratuitement. Et là-dessus, après, donc je me suis passionné pour ça parce que quand j'étais en tournoi en tant que joueur, je trouvais les journées pas assez remplies en fait. J'avais l'impression qu'il fallait qu'on fasse 36 trous par jour et qu'au lieu que ça dure 4 jours de compétition, bah, ça dure que 2 jours. Et donc, j'avais trouvé que c'était un peu une vie un peu nombriliste, en fait. Et je préférais donner que moi recevoir la gloriole, je dirais la gloriole des victoires et tout ça. Et donc, bon, donc quand j'étais directeur d'un golf, j'ai commencé à arrêter le jeu carrément et à m'occuper de quelques joueurs. Et à un moment donné, il y a Jacques Galabert de la Ligue PACA, le CTR de la Ligue PACA, qui m'a demandé de m'occuper d'un groupe de jeunes futurs pros, en fait, des jeunes amateurs. Il y avait Lionel Alexandre, Fabrice Toléard, Franck Ferru, enfin, Ouais. des joueurs comme ça. Et puis à un moment donné, bah, aux internationaux de France, en finale, j'avais Stoléard et Lionel Alexandre. Qu'on salue, hein? Voilà, voilà. Et donc voilà, donc tout petit à petit comme ça. Et puis Emmanuel Dussard qui s'est retrouvé en tête de l'Open de France au national. Et donc ça me passionnait ça, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait à la Ligue. Et là-dessus, de par les résultats que j'ai eus avec des joueurs amateurs et des pros, la nouvelle présidence qui était Philippe Martin, via Philippe Grandou, m'a contacté pour en fait rentrer au sein de la fédération. C'était 80 jours par an. Bon. Là-dessus, on était dans une pièce, tous ensemble. Il y avait Jerry Watine, Anne Loconia, Thierry Abbas, etc. Et il y avait un tableau, un paperboard, et avec toutes les missions, en fait. Les benjamins, les poussins, les filles, les garçons, etc. Et tout en bas, il y avait les proètes et les pros. Et donc, au fil de la réunion, tous les entraîneurs levaient le doigt. Bah oui, moi, je prendrais bien les benjamins, moi aussi. Puis moi, j'ai jamais levé le doigt, en fait. J'ai attendu jusqu'à la fin. Et on est arrivé en bas. Bon, alors là, les proètes et les pros, bon, on l'a mis sur le paperboard, mais on fera rien parce que avec eux, on peut pas faire grand-chose. Ils s'entendent pas. À l'époque, il y avait bleu, blanc, golf. C'était compliqué de faire quelque chose. J'ai dit non, non, mais moi, je voudrais prendre les pros et les prouettes. Bon, mais Benoît, j'ai dit si, 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 je fais ça. Donc au début, je suis parti sur les cartes européennes filles. Ça s'est pas trop mal passé. Mais assez rapidement avec les filles, ça s'est un peu étiolé parce que si tu passais 5 minutes de plus avec une fille ou 5 minutes de moins avec une autre, ça crée des petits problèmes. Bon, et chez les garçons, donc je suis parti à la finale du Challenge Tour, c'était en Espagne.
Et donc le président de la PGA à ce moment-là, c'était Olivier Edmond, je crois. Mais il me convoque dans sa chambre d'hôtel, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là, on n'a pas besoin de toi, toi. Je dis non, je regarde, j'observe, on verra bien. Là-dessus, il y avait le président de la commission sportive, c'était Gérard Cronzaren. Ah, donc je m'entendais très bien avec lui et avec Philippe Grandou. Et je leur dis voilà, moi j'ai un projet, ce serait de faire des stages de travail pour des jeunes pros. Et puis au bout de 24 heures, ils m'ont dit ouais, banco, vas-y, on te donne le budget, fais ton truc. Donc je fais une annonce et la veille du départ, il y avait 0 inscrit. Que les pros à l'époque, non, on allait faire des regroupements de travail, C'était en quelle année environ? les années 2000 à peu près. D'accord. À peu près, oui, années 2000, ouais. Et donc j'avais prévu quelque chose au golfe de Moliette, en fait. Voilà. Et puis là-dessus, la veille, il n'y a personne d'inscrit. Chaque pro était en son coin un peu. Il n'y avait pas de. Et donc moi, je contacte les pros que j'entraînais, Lionel Alexandre, Franck Ferru, 3-4 pros comme ça. Je leur dis écoutez, je vous amène en voiture là-bas, vous n'aurez aucun frais, et on va faire quelque chose. Et on a fait un stage comme ça qui s'est super bien passé. Et puis après, on a reprogrammé. Et puis en fait, il y a eu de plus en plus de pros qui ont voulu. La mayonnaise avait prise. Voilà, mais Hein. ils avaient pris les budgets, la fédération débloque un budget. Donc il a fallu calculer pour répartir ces budgets en disant il y aura une partie pour les tournois, une partie pour les regroupements, une partie pour l'encadrement. Et donc tout ça, c'est parti comme ça. Et ça a fonctionné parce qu'on a commencé à avoir des résultats, puis des regroupements qui marchaient. On était obligé de refuser du monde, tel point que j'ai dû prendre des gens avec moi, donc Stéphane Mourgue, Patrick Talon. Avec tout ça, et moi je partais du principe que si on faisait avancer une masse, en fait, toute une masse de joueurs ensemble, on allait baisser les pressions individuelles, en fait. Et donc, je me suis dit, prendre un joueur tout seul et le faire avancer, dans un milieu où on a 50 ans de retard, il va subir des pressions terribles sur une personne ou deux personnes. Donc pour moi, on faisait avancer une masse, complètement une masse, la faire monter, 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 remplir tous les calendriers en fait, Alps Tour, Challenge Tour, et puis monter des joueurs sur le Tour européen. Et après, il y aurait toujours des individualités qui vont se détacher. Et voilà, donc pour moi, c'était mon objectif, c'était de faire avancer une masse de joueurs. Là-dessus, après, bah, on a commencé à avoir de plus en plus de joueurs qui montent et qui montent et qui montent, et puis des joueurs qui montent sur le Tour européen, des réussites aux cartes européennes, des joueurs qui finissent dans les 5 premiers du Challenge Tour. Et donc, voilà, ça a fonctionné comme ça. Donc, si je comprends bien, il fallait simplement arriver à structurer, voilà, pour qu'on puisse avoir les résultats que tu Oui, as et obtenus. d'ailleurs, à tel point que, au bout de 3-4 ans, 2-3 ans même, la fédération italienne est venue me voir et m'a dit Benoît, on voudrait que tu nous expliques comment vous avez commencé, comment vous avez fait, parce qu'on trouve que le schéma que vous avez mis en place et l'évolution des joueurs professionnels est telle que on est surpris en quelques années. Et donc, ils ont pris toutes les recettes, en fait, et ils ont fait la même chose de leur côté, en fait. Bon, après, ça a créé des petits problèmes, parce que on se retrouve, moi j'étais salarié, donc après à plein temps, donc là c'était, au début j'étais 80 jours, puis 120 jours, et après il y a Frédéric Blanchard-Dignac qui était président de la commission professionnelle, après Gérard Couzaren, il m'a dit Benoît, c'est salarié plein temps, ou on veut pas, on veut que tu sois salarié à plein temps et que tu fasses que ça. Ben, j'ai dit banco, et, et puis après le C'est un peu la problème. rançon du succès. Hein. Ouais, Ouais. sauf que c'était pas vraiment le rôle d'une fédération amateur de s'occuper des pros. Donc ça a créé beaucoup, beaucoup de jalousie en fait. Je pense que ça a créé des jalousies. Et puis je me retrouvais moi avec tous les joueurs pros qui s'entraînaient avec moi. Ouais. Et donc après ils ont commencé à faire payer les joueurs pros qui s'entraînaient avec moi, qui étaient sur le circuit européen, mais ils les faisaient plus cher, ils les faisaient payer assez cher. Donc petit à petit, bon, on a d'un commun accord, on a décidé de se quitter et que moi je parte dans le privé en fait. D'accord. Mais bon, tout ça, il y a eu quand même eu. Je faisais le calcul l'autre jour, toute cette évolution qu'il y a eu du début, du tout début, où on était vraiment
fiers quand on avait un joueur qui faisait un top 10 sur un challenge tour. On disait, waouh, quelle belle semaine on a eue. Et il y avait à l'époque, sur le tour européen, il y avait très peu de joueurs. Il y avait Jean Van de Velde, enfin, il y avait vraiment très très peu de joueurs. Et après, on a rempli tous ces tableaux, on les a remplis, remplis, remplis. Et après, moi, j'ai eu des victoires. J'ai accompagné j'ai accompagné, parce que c'est le joueur qui gagne, c'est pas moi, Ouais. hein. Ouais, Des mais il y a joueurs. quand même un environnement aussi, hein, donc, Oui, oui, bien sûr, ouais. Mais bon, moi, je faisais entre. La chance que j'ai eue, c'est que je faisais à peu près entre 25 et 30 tournois par an euh, en déplacement, que ce soit pour les proètes, pour les pros, sur le Tour européen, sur le Challenge Tour, à peu près 25. Je faisais 150 000 hôtels par an, en fait. Donc, je jonglais de circuit en circuit comme ça. mmh. Et donc, ça fait avancer le schmilblick, on va dire, hein. Mais bon, après, il y a des récompenses. Ça veut dire que tu as des joueurs qui gagnent, des joueuses qui gagnent. Sur le Tour européen féminin, j'ai à peu près une douzaine de victoires. Sur le Tour européen masculin, pareil, une douzaine de victoires, plus une Ryder Cup, des choses comme ça. L'évolution de Mathieu Pavon, ce qu'a fait Victor Dubuisson, qui a quand même été dans le top 15 mondial. Et voilà, donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et bah, sur le Challenge Tour, les victoires, je peux même pas, j'ai pas, peut-être une trentaine, un truc comme ça. Mmh. Bon, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bah, maintenant, il est temps de se poser, de continuer en Alors privé. tu vois, je voulais te demander quels étaient tes modèles et inspirations, mais en fait, c'est toi le modèle et l'inspiration. Comme tu m'as parlé des Italiens qui étaient venus vers toi, parce qu'à un moment donné, toi, tu n'es pas allé voir quelqu'un pour dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Ça a été, je dirais, la genèse vient de toi. Ah, en fait, Ou si tu as eu quelqu'un qui t'a un jour t'a dit, tiens, je crois que j'avais une grosse expérience de l'enseignement et quand même l'expérience du jeu, parce que j'ai eu ma carte européenne, j'ai été plusieurs fois champion de France. Donc ça faisait un mixte de façon un peu empirique, on va dire, hein. Et puis à partir du moment où on est passionné et qu'on veut faire avancer les joueurs, on trouve toujours des solutions. Moi, je me suis retrouvé avec des joueurs. On sait quand ils sont prêts pour gagner, on sait quand quels sont les maillons faibles, etc., etc. Donc tu apprends, tu apprends, tu apprends parce que c'est ton métier, quoi. alors Tu là, évolues. tu m'as tendu un petit peu la perche parce que on va parler un peu technique et mentalité. Donc, pour toi, quelles sont les compétences techniques les plus importantes que tu transmets aux joueurs, aux golfeurs doués? Parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu regardes d'abord celui qui a je veux dire, les moyens d'aller sur le haut niveau, puis l'autre qui l'a un peu moins. Alors, moi, je suis incapable de dire lui, il va aller là-bas, lui, il va aller. Incapable de faire ça. Par contre, ce que j'aime bien, c'est de me dire si un joueur, une joueuse, le jour où il arrête, je veux qu'il ait exploité 99% de son potentiel. Donc, qu'importe, ils ne seront pas tous numéro un, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de frustration. Oui, une fille comme Stéphanie Haricot, par exemple, Mm. qu'à un moment donné, elle travaillait dans une usine à plumer des canards, quoi. C'est moi qui suis allé chercher. Je dis, mais Stéphanie, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu n'as pas accompli ton truc. Donc, elle est revenue au golf et elle a gagné. Donc, elle a eu la carte américaine. Elle a fini deuxième européenne. Elle a gagné 4 épreuves européennes. Et à un moment donné, je lui dis, maintenant, Stéphanie, il est temps d'arrêter. Stop. Tu n'iras pas plus loin. Elle a eu la carte américaine et j'ai bien vu que son niveau de jeu en termes de longueur de frappe de balle ne lui permettait pas De concurrencer, ouais. voilà. Donc là, on me dit, tu vas arrêter maintenant, tu vas faire autre chose, mais tu n'as pas de regret à avoir en fait. Tu n'as pas de regret à avoir parce que tu as vraiment exploité au maximum. Donc je suis incapable de vous dire, lui il va aller là, lui il va aller là, lui il va aller là. Alors que le joueur, il y a plein de joueurs qui ont du potentiel et qui n'y arrivent pas parce qu'ils font des mauvais choix, ils s'entraînent pas bien ou ils s'entraînent peu. Et surtout parce qu'après ils ont du mal à c'est bien beau d'avoir un bon swing et tout ça, mais il faut pouvoir gérer un parcours de golf en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose. On voit un joueur qui a du potentiel, on essaye de le faire avancer, mais on ne sait pas où il va aller en fait. Voilà, ça on Mais sait pas. c'est un peu lui qui a les cartes en main, hein. Bah moi en fait, je suis très 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 à cheval. Je me suis rendu compte de ça sur les basiques, sur tout ce qui est grip, posture, alignement. Je parle très peu du pendant, donc le swing en lui-même. J'ai pas très peu la caméra, je n'ai pas de trackman. C'est la balle qui me parle en fait. Et donc, je veux que ça colle au jeu et que j'ai été joueur, j'ai gagné des compétitions et je sais que les semaines où j'ai gagné, j'avais rien en tête en fait. J'avais
des respects de ma routine, mais j'étais surtout sur le jeu. Mais sur le swing en lui-même, à chaque fois que j'avais une clé technique sur le swing, ça tenait pas 4 jours en fait. Donc j'étais sur autre chose et tout c'est basique. Et en fait, je me suis posé souvent la question, pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce qui marche? Etc. Et en fait, Grégory Jiménez, qui est le CTR de la Ligue PACA, il y a 2 ans, 3 ans de ça, m'a demandé de faire des matinées de formation pour les pros de la région. Et la veille, il m'appelle, il me dit, bon Benoît, t'as préparé ton truc, ton canevas, tout ça? Et je dis, bah non, rien du tout. Et Benoît, il faut que quand même que tu. Je dis, non, on verra bien. Et donc, je me suis retrouvé à 9 heures du matin en disant, il y avait 10 personnes en face de moi, en disant, voilà, bon, voilà, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Mais je savais pas ce que j'allais dire. Et en fait, tout s'est déroulé pendant 3 heures d'affilée, et je me suis aperçu qu'en fait, tout était en moi, mais ça m'a aidé, en faisant ça, à être très clair, en fait, sur ma démarche. Et de me perdre de moins en moins dans des choses inutiles, en fait. Et je me suis D'accord, ouais. aperçu que j'étais très à cheval sur ce que le joueur faisait avant de taper le coup, sur sa façon de marcher vers la balle, la façon de positionner le club, la façon de, etc., etc. Et donc tout ça est sorti comme ça. Et Jiménez, il me dit, mais Benoît, t'avais préparé tout ça et tout. Je dis, non, j'avais rien préparé, mais c'est sorti tout seul. Mais ça m'a permis de concrétiser ma façon de travailler, en fait. Alors je vous rassure, vous qui regardez la vidéo, il a jamais voulu qu'on prépare l'interview, hein. Ça, c'est du direct, hein, c'est vraiment du direct. Bah, heureusement, heureusement. Bon, alors je voulais te parler des questions sur l'aspect mental, sur les jeunes golfeurs avec la pression, tu as pratiquement répondu. Donc, Ouais. à la limite, comment, comment tu peux gérer la pression? Est-ce que c'est avec les trois fondamentaux parce que tu es bien avec tes trois fondamentaux? Est-ce que cette pression, Bah, en fait, tu respectes tes basiques et tes routines. Puis après, ce que je vais dire, c'est adviendra ce qu'il adviendra. Après que tu fasses un bon choix, il n'y a pas de mauvais choix en sorte. Si, sauf si tu fais des choix stupides. mmh, Mais ce qui est important, c'est que tu fasses un choix, que tu t'y tiennes et que tu le joues, en fait, que tu le fasses le que coup, tu tu l'assumes, voilà. l'assumes. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui dit ah oui, mais sur ce trou-là, j'ai tapé un bois 3 au départ, j'aurais dû taper un fer 3. Non, 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 non. Tu as décidé de prendre bois 3, assume. Et ça, c'est des choses que j'ai beaucoup appris avec Victor Dubuisson. Parce que je me rappellerai toujours d'un coup de rescue qu'il a mis sur un par 5. Il y avait une berlinoise à 215 mètres exactement, 215 mètres. C'était pas Barbarou? Non, 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 c'était en Angleterre. ah non, bien. Et il y avait un drapeau juste derrière la berlinoise. Et là, je le vois prendre son rescue. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Il tape le coup de rescue, il pitch 1 mètre derrière la berlinoise et il finit 4-5 mètres derrière. Et je lui parle de ce coup. Je dis, mais Victor, mais comment t'as pu envisager ce coup? Il me dit, mais Benoît, il n'y a pas de problème. Mon rescue, il pitch à 218, il me dit. J'avais 215. Il n'y a pas de problème. Et puis, si jamais je fais un mauvais coup, je suis dans l'eau, je me drop derrière et je ferai wedge putt. Voilà. Donc, il a assumé ce coup-là. Il assume de pouvoir se planter. Et c'est pour ça qu'il était très fort. C'est que tous les coups qu'il jouait, tous les chips qu'il jouait, malgré sa désinvolture, on va dire, il le jouait à fond, en fait. Et c'est vraiment ce que les joueurs doivent comprendre, c'est que s'ils veulent avancer à un certain niveau, hein, je pense à mes joueurs qui sont sur le tour européen, etc., qui de temps en temps, ils ont tendance à verrouiller, à tenir le truc et tout ça. Non, il faut qu'ils assument et qu'ils aillent à fond. Voilà. Et Qui a aucun regret. qu'ils aient aucun Ouais. regret. Et puis, alors, les tactiques de jeu, là, au départ, on va assurer qu'un fer 3, tout ça, c'est dépassé, tout ça, c'est dépassé. Ils prennent le drive partout, même s'il y a 2 mètres de retombée de. Bon, après, ils font pas n'importe quoi non plus. Mais on est obligé de monter dans cette dimension-là, en fait. C'est Voilà. au niveau des capacités, donc voilà. Donc, quand on parle de mental, le mental, on se le construit. Bien sûr, il y a des préparateurs mentaux qui peuvent t'aider, d'accord? Mais je trouve qu'à ce moment-là, ils vont plus t'aider à être bien dans ta vie, en fait. Mais au niveau du golf, c'est vraiment autre chose. Euh, et je pense que la meilleure façon d'être prêt mentalement, c'est d'être capable de se connaître, de connaître ses défauts,
de pas toujours travailler ce qu'on fait de mal, mais plutôt améliorer ce qu'on fait de bien pour qu'il devienne très bien, et de s'appuyer sur ce qu'on sait faire, en fait. Et tout ça, en fait, on l'amène, et puis à un moment donné, il faut rêver sa vie, quoi. Voilà, si tu rêves pas à gagner l'Open de France ou le British ou je sais pas quoi, ta vie, il faut la rêver et s'en donner les moyens avec des principes de base, des fondamentaux que tu vas respecter, parce que c'est facile de se raccrocher à tout ce que tu fais avant un coup de golf et ce que tu fais après un coup de golf. Et le pendant, tu peux pas le gérer en fait. C'est Ouais. impossible. Voilà. Donc pour moi, la préparation mentale, pour répondre à ta Mmh. question, c'est ça en fait. Hein. C'est plutôt gérer tout ce qui est autour de toi, plus que le golf par lui-même. Tout Voilà. ce qu'on peut Mmh, gérer en statique, on mmh, va dire. Voilà. Une façon de s'installer devant la balle, une façon de poser le club, une façon de mettre les mains, une posture, tout ça, c'est avant le coup. mmh. Et après, une fois qu'on a fini le dernier regard sur la cible, pour moi, il y a toujours un rideau qui tombe. Il y a un rideau qui tombe et adviendra ce qu'il adviendra. Après, on le joue le coup. D'accord. Ouais. Voilà. Alors donc c'est vrai que le temps passe et vraiment il passe vite avec toi, hein. C'est vraiment très T'as vu, intéressant. toutes les questions, elles sautent là. Alors toi qui vient donc, a fait une grande partie de ta vie, donc tu as connu le golf et cetera. Comment perçois-tu l'évolution du golf depuis tes débuts en tant qu'entraîneur, de joueur, entraîneur et pour arriver en 2025? Avec, Alors ce moi, que tu je suis quand même surpris. quelles Euh, sont les plus grandes transformations, si tu veux, que tu as pu alors, observer? pour moi, les plus grandes transformations que je vois chez les joueurs de très haut niveau, d'European Tour, circuit américain, etc., c'est le nombre d'intervenants qu'ils ont autour d'eux. Mais ça, j'avoue ne pas comprendre. Euh, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose, parce que ça veut dire que les joueurs, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui vient d'eux, en fait. On a l'impression que pour putter, il faut un coach de putting, pour chipper, il faut un coach de chipping, pour le A, il faut un coach de swing, après, il faut les statistiques de un tel et un tel, et le trackman, et on peut plus taper une balle sans le trackman, et qui te dit, je suis à -3. Et moi, quand je me mets devant un joueur, je dis, regarde ton trackman, là, tu étais à -3. J'ai pas besoin de voir le trackman pour ça. Mmh, Parce que on voit voler la balle, elle a fait comme ci, comme ça. Bon. Donc ça, c'est pas que ça m'inquiète, c'est peut-être moi qui suis has-been, mais je trouve ça too much. Parce que il faut aussi qu'un joueur il se construise. Il faut qu'il se construise, il faut qu'il apprenne aussi, lui, à, à pas dépendre des autres. Sinon, à un moment donné, quand tu es sur le parcours tout seul pendant 5 heures, tu ne dépends que de toi. mmh, Donc, ça me surprend. Toute la technologie, alors il y a des choses qui sont pas mal là-dedans. Bon, je suis pas contre le trackman, sauf que ça coûte une pêche, et que moi, le seul intérêt que je vois dans le trackman, c'est de travailler tes profondeurs de balle. Voilà. Et qu'après, quand tu vas, mettons, à Cran-sur-Cière, il y a le déni, il y a l'altitude, tu puisses. Bon, ça, c'est très bien. Et puis d'ailleurs, j'ai suivi des séances de practice de McIlroy justement à Cran-sur-Cière. Il y avait le trackman branché derrière. Il ne l'a jamais regardé. C'est le cadet qui notait en fonction des clubs qu'il prenait, les mmh. profondeurs, tout ça. Mais lui, il l'a pas regardé, son trackman. Et à un moment donné, il tapait tout un petit peu en push draw, comme ça. Donc j'étais là 1 heure assis à côté de lui. Parce que je m'étais installé sur ma canne siège et lui, il s'est mis devant moi. Donc moi, j'avais pas à bouger, je suis resté. Il tapait tout en petit push draw, comme ça. Et je me dis, tiens, bizarre. Il tape tout comme ça, très bien. Et puis à un moment donné, clic, clac, clac, pouf, il m'a tiré 2 fades. Comme ça, il m'a tiré 2 fades. Donc il était sur le jeu à ce moment-là. C'est Et il a touché lui-même sa trajectoire, mais il n'a pas regardé un chiffre du trackman. Donc c'est quand même des gens. Alors, bien sûr que ils évoluent, ils voient des coachs, etc., etc., etc. Mais je sais pas, tu prends Bud Harmon, moi j'ai jamais vu avec un trackman. C'est des choses. alors tu veux dire que les joueurs maintenant C'était sont de évolu. plus en plus dépendants, un peu sur comme s'ils étaient sous cordon ombilical et cetera Mais ou c'est autre, incroyable. Le mardi, le mercredi sur un European Tour, on practice. Il y a toutes ces machines partout. Sur les putting greens, tu peux plus aller sur le putting green. Il y a des ficelles partout, des cordes partout, des tapis partout. Et tu peux plus putter, en fait. Tu peux plus putter. Tellement il y a d'appareils, de trucs, de machins, de ouais, partout d'accord. sur le. Alors ça, c'est la grosse évolution. Alors, est-ce que c'est une bonne évolution? Je reste sceptique.
Alors donc, tu vois, je vais justement brancher. Mmh. Tu te poses la question sur l'évolution. Donc, quels seraient les défis du golf en 2025? Les défis. Quels seraient les défis que doit surmonter le golf en 2025? Le golf français en Oui, général. golf français ou en général, ou disons en général. Toi, tu es quelqu'un d'international, donc en général. Bah, les défis, c'est d'accepter que de toute façon les joueurs ils tapent de plus. Alors, les joueurs tapent de plus en plus fort. Ça, c'est une certitude, mais ça, c'est dû aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur le jeu de fer, il n'y a pas eu de grosses évolutions en termes de distance. On se retrouve avec je dirais qu'une série de fer maintenant, par rapport à une série de fer d'il y a 15 ans, à part peut-être la qualité du shaft, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Mais sur les bois, quand on voit des joueurs qui ont des suies à couper du jambon et qui ont des grosses têtes comme ça et qui peuvent pas rater la balle, je me dis quand même qu'on pourrait limiter les. Je sais pas si au tennis on a limité les grands amis ou pas, j'en sais Bah, rien. on y vient, je crois qu'il y a maintenant des drivers à petite tête, tu sais, les toutes petites têtes, donc Ouais. moins volumineuses. On y arrive. D'une part, je pense aussi, c'est pour l'énergie. Tu gagnes beaucoup plus de vitesse avec une petite tête qu'avec une grosse tête. Voilà, Oui, donc, il y a- pénétration dans l'air. voilà. Mais tu permets à des joueurs qui sont Oui. pas forcément très très bons, bah, de quand même driver à 200 à 300 mètres, de décentrer la balle. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Donc, Mm. peut-être plutôt que de penser à dégonfler les balles, peut-être on devrait penser à réduire justement l'effet trampoline sur les phases de club. Ça, c'est déjà fait, je crois. Mais peut-être qu'on va. Déjà au niveau professionnel. Voilà, au niveau Ouais, pro. ouais, ouais. Est-ce que c'est la balle qu'il faut? Mm. J'en suis pas persuadé. J'en suis pas persuadé. Alors donc, je voulais te poser des questions avec les relations avec les joueurs. Donc, tu m'as expliqué sur le plan technique, mais la relation, est-ce que, bien sûr que deux êtres, donc, où ça match ou ça match pas, mais quelles sont tes relations avec les joueurs quand ils viennent te voir? Mais je ne parle pas du joueur qui vient te voir une fois ou deux fois, Ouais, vraiment ouais, celui. ouais. Les joueurs que je suis qui sont sur le Voilà, tour européen, voilà. là actuellement j'en ai trois. Bah voilà, la relation, c'est que on prévoit un petit calendrier facile pour moi, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, des trucs comme ça. J'ai plus envie d'aller au bout du monde, et plus du tout envie. Et après, bon bah voilà, moi je fais passer les messages et je suis tout le temps à cheval sur les basiques et dès que je pars ailleurs, alors ça m'arrive de moins en moins souvent, mais là je me mets une grande claque, quoi. Je me dis, mais Benoît, ok, ça va pas, mais reviens à la source du problème. Quelle est la source et je crois que ça, c'est la grande, la chose la plus importante que je voudrais transmettre, c'est que bien sûr que tu vois qu'un joueur, il a le club qui lag en début de descente, machin. Je peux te citer des milliers d'exemples de choses comme ça, mais il faut revenir à la source et comprendre pourquoi il se passe ça. Pourquoi à un moment donné il se passe ça. Et revenir à la source, remonter loin et supprimer ce problème. Et après, on peut voir l'évolution. Moi, je dis toujours, quand on a des problèmes, si on a des problèmes dans la vie, par exemple, à un moment donné, on dit, ah, ben, en ce moment, j'ai que des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais D'accord. d'abord résoudre le problème le plus simple que je puisse résoudre, le plus petit, puis après le deuxième, et puis on va s'apercevoir en faisant ça, je résous le plus petit, le deuxième, le troisième, et ben les autres, ils s'écroulent en fait. Donc, et là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est prendre le gros problème et s'y attaquer en direct. Et on se noie parfois, Et ouais. on se Ouais. noie et on n'en sort pas. Il faut d'abord résoudre les problèmes de base, et puis après on voit et on monte, et on s'aperçoit qu'après ça tombe. Ben, c'est pareil dans le swing. S'il y a ça, il y a ça qui ne va pas dans le swing, je vais résoudre ça, ça, ça. Alors on va me dire, oui, mais il y a des joueurs qui ont des grips comme ça, et qui jouent très bien au golf. Je ne suis pas persuadé que ils vont tenir très longtemps. Et je peux comprendre qu'aux États-Unis, mettons, on ait des joueurs avec des grips comme ci, comme ça, parce qu'ils ont un tel potentiel de joueurs que sur 1000 qui sont faux sur les basiques, il y en a toujours un qui va sortir. Et Qui c'est va, pas forcément la vérité. Voilà. voilà. Et nous, si devant moi j'ai des joueurs qui ont du potentiel, je ne vais pas en avoir 1000. Je vais en avoir quelques-uns. Donc je ne prends pas le risque de le laisser en me disant, avec son accord, hein, on prend le risque, on prend pas le risque. On laisse comme ça, tu te débrouilles avec ça, tu sais créer toutes les trajectoires, toutes les conditions,
Et non, j'arrive pas à faire le fait, j'arrive Voilà. pas à faire ci. Ok, donc il faut y aller. Voilà. Alors donc, ouais, tu as répondu un peu à ma question des passages à Toutes les vide questions, et de toutes la les questions. résilience, des résiliences. Je suis désolé, mais moi, je suis obligé de préparer. Je m'appelle pas Monsieur Ouais, Ducoulombier. ouais. Écoute, ça va, on termine, hein, on termine donc avec. Ouais, bah voilà, c'est la dernière page. Voilà, ouais, tu as répondu pratiquement à toutes les Bah questions que j'avais voilà. préparées. Si tu devais résumer ta philosophie d'entraînement en quelques mots, ouais, parce qu'un druide, hein, c'est un philosophe quand même. Hein. Donc, Ouais. Bon, on et m'appelle le druide parce qu'un jour j'ai fait une interview sous un arbre. Bon. il y avait du gui au-dessus. Non, non, c'était à Dubaï, il faisait chaud, on était sous un arbre. Bon, donc, si tu devais résumer, je dis bien ta philosophie d'entraînement en Résumé, quelques mots, que dirais-tu? résumé, ma philosophie. Moi, je veux que, en fait, dire un truc bizarre. H- On voit bien les faiblesses d'un joueur, d'accord? Ou alors, on va se retrouver avec un joueur qui, mettons, depuis 3 semaines, il joue bien, il est en phase de progression, etc. Mais on sent que ça va pas. Mais comme il joue bien, je vais le laisser. Eh ben, ma philosophie, moi, c'est de dire jamais je laisse. Parce qu'à chaque fois que j'ai laissé, je l'ai payé cash. Ça veut dire que si j'ai un doute sur quelque chose, d'accord? Ça peut être les sorties de bunker ou les putts à 1 mètre. Peu importe, ouais, mais peu importe. Ouais, donc, Même si c'est un quart d'heure avant le départ, je vais y aller. Même si je vois un joueur à un quart d'heure avant le départ, son grip a bougé, la main gauche s'affaiblit, je vais y aller. Parce qu'à chaque fois que j'y suis pas allé, je l'ai payé cash derrière. Parce que sous pression, ça n'a pas tenu, en fait. Donc, ce qui est important de voir, c'est de dire, voilà, un joueur, il est en face de moi. Qu'est-ce qui va arriver à ce joueur sous pression? Dès qu'il va être mis sous pression pour gagner, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de victoires, dès qu'il va être mis sous pression, qu'est-ce qu'il va lâcher, en fait? Qu'est-ce qu'il peut lâcher? Ah, ça peut lâcher. Et donc, ça, il faut pas laisser passer, en fait. et face à tes certitudes, parce qu'on peut dire que ce sont des certitudes, Mmh. tu dis ça passera pas, quelle est la réaction? Est-ce que le joueur t'écoute ou il se dit, bon, est-ce qu'il y a un moment de flottement? Non, alors Non. évidemment, quand je dis je le fais un quart d'heure avant le départ, Non, non, mais oui, je vais lui dire plutôt, bon, écoute, tu as une tendance à être par là, ça tient, c'est bon. Tu sais que tu peux pas être plus par là. Il vaut ouais, mieux que tu ailles plus vers ce côté-là. d'accord, ouais, Je lui donne la possibilité de s'assumer et de lui ressentir que il peut se permettre d'être plus dans ce d'accord, ok, sens-là. ok. Voilà. C'est plus comme ça, mais je veux pas, moi, l'imposer de façon draconienne. Je veux lui dire, je veux lui ouvrir une porte. Et c'est pour ça que quand je vois des joueurs qui ont 36 000 coachs, qui écoutent des coachs de partout, le problème, il dit oui, mais je fais la sélection et puis je vais garder. Puis Non, ça c'est pas s'entrechoque à un vrai. moment donné, voilà. C'est pas Ouais. vrai. Parce que ce que tu as entendu, tu le gardes là. Donc, il faut faire attention de rester toujours et de laisser le joueur choisir. Voilà. Après, il y a des garçons comme Adrien Saadier. La première fois que je l'ai vu, il y a 10 ans, il était numéro un amateur français. Hein. Et j'ai tout cassé. Hein. Et au début, au bout d'un an, je me suis dit, oh là là, mais putain, je vais pas je m'en sors pas avec lui. Et lui, il m'a dit, non, 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 il fallait le faire en continu. Il fallait le faire en Et continu. ça paye. Voilà, et même sa coach qui est exceptionnelle, Sabine, dans son golf à Ezri, je lui ai dit au bout d'un an, Sabine, j'aurais jamais dû casser tout ça. Non, non, Benoît, il fallait le faire. On était limité, on n'avançait plus. Donc là, c'est remarquable. Quand c'est le joueur qui t'envoie un message en te disant, On on continue. continue, on est sur la bonne voie, j'ai confiance en ce qu'on fait, alors là, c'est gagné. Quoi. Ouais, il y a Si- vraiment l'osmose. ah ouais. Ouais. J'ai eu peu de joueurs comme ça, hein, mais un Julien Kahn, c'est lui qui m'a encouragé. Mm. Parce qu'au début, Julien Kahn, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, il fera jamais rien de bon. Attendant, il a gagné sur le Tour européen, ce garçon. Bon, maintenant, il a des problèmes de dos et tout, là, il s'y remet. Bon, voilà. Donc, je crois qu'il faut que le joueur. Après, ce qui me déçoit, c'est quand il y a des joueurs qui se perdent à droite à gauche, quoi. Je trouve ça, mais dommage, Alors, quoi. quand tu parles de se perdre à droite à gauche, tu as un ou deux exemples, mais sans citer de nom, hein, donc, Oui, des joueurs, en fait. Moi, j'ai eu un joueur. Bah, je vais pas donner de oui, nom. non, mais sans nom. Hein. Alps Tour, Challenge Tour, Tour européen. Arrivé sur le Tour européen, il change de coach. Il prend un autre coach. Et puis un an après, il redescend, il me redemande, il remonte, il revoit un autre coach, puis après, il me redemande. Mais Ouais, ouais, il n'y a pas de stabilité. il n'y a pas de Ouais. stabilité, on ne peut pas avancer comme ça.
Parce que les clés, alors, très souvent aussi, on me dit, oui, mais Benoît, tu dis 10 choses différentes. Je dis, non, 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 non. Je veux arriver, alors maintenant, je l'explique mieux maintenant. Je veux arriver là, mais pour arriver là, il y a plusieurs voies. Les étapes. Ouais. Des fois, je passe par la gauche et ça passe pas. Alors, j'essaie de passer par la droite. Et si ça passe pas par la droite, je vais passer par le milieu. Toi, tu as l'impression que j'ai dit 10 choses différentes, mais c'est toujours pour arriver à la même chose. D'accord. Donc ça, moi, je fais un effort sur moi-même maintenant pour l'expliquer, en fait. D'accord. Ouais. Voilà. Plus de pédagogie, enfin, Plus que d'explication. le joueur, Qu'il arrive à adhérer. faut pas que je sois un dictateur. Ouais, faut que tu provoques l'adhésion. Et qu'il comprenne Voilà. pourquoi ça marche, en fait. Mm. Et puis, tu sais, très souvent, les choses qui marchent, elles marchent tout de suite. Hein. Voilà. Mm. Elles ne marchent pas, oui, travaille comme ça et dans 6 mois, ça sera bon. Non, non, si c'est bon, c'est bon. Voilà, il faut... Ok. Donc, est-ce que tu as des projets futurs dans le golf et en tant qu'entraîneur ou dans d'autres domaines? On va terminer là. Non. Non, non, non. Moins je vais travailler, mieux je me porte. D'accord. Non, non, mais j'aime bien, Ouais. j'adore ce que je fais, donc je le fais par passion. On le sait, on le sait. Voilà. Après, Et, ce que j'aimerais plus, c'est transmettre. eh ben voilà. Je trouve Alors, que... laisse-moi te poser la dernière question. Voilà, vas-y. Avec le message, tu as un message Ouais. final que tu aimerais partager avec les jeunes entraîneurs ou golfeurs qui aspirent à exceller dans ce sport. Oui, mais je pense que c'est le plus important maintenant. C'est le message que j'ai reçu la médaille d'honneur de la fédération. Et à la fin de mon discours, j'ai dit, voilà, quand je fais mes trucs, mes matinées pour la ligue, j'adore parce que je transmets. Et j'aimerais bien avoir une forme de compagnonnage, comme j'ai fait avec Jeff Lucas, hein, Ouais. qui m'a regardé travailler pendant 2 ans. Et je vois bien que dans son enseignement, dans son coaching, il travaille un peu comme je travaille. Donc ça me fait plaisir de voir ça. Donc j'ai envie de transmettre parce que maintenant dans ma tête c'est clair. Je sais pourquoi ça marche en fait. Je sais quelles sont les grandes règles que je respecte et ça j'ai envie de le transmettre ça. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est le dernier mot. C'était le C'est dernier bon. mot de Benoît. Merci encore, Benoît. Et puis, je voudrais remercier la direction de Saint-Donat qui a accepté donc de nous recevoir dans ce magnifique, je dirais, théâtre de verdure avec un superbe lac, un superbe château derrière et un superbe parcours que nous vous invitons bien sûr à venir parcourir le plus tôt possible. Regardez le soleil qu'il y a, la Côte d'Azur, il n'y a rien de tel. À très bientôt. Merci. Benoît, encore Merci merci Patrick. et à très bientôt. Tu as posé des bonnes questions, c'est bien. Merci. Ah bon. Et tu me dis que Wedgie, c'est bon. Oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, quand Sur 10 wedge, c'est combien de wedge sur 10 wedge, combien de fois wedge putt, je vais faire 7 fois. Ah, quand même. Oui, Donc ça va plutôt bien. oui, oui. Putting, c'est quoi ta Putting. moyenne de putting? Et après, je voudrais que tu le trouves par toi-même. Ok? Je veux pas, moi, à chaque fois. Celle-là, tu t'en sors. Ok? Maintenant, on va changer de cible. Allez. Tu vas... Celle-là, elle est double enroulée. Ça, c'est une phase de tête qui est revenue. Oui, Tu rattrapes par les mains. oui, oui. C'est ça, c'est parce que avant j'en avais fait une, gauche, et je fais ça quand on va le faire. Alors, quand tu arrives. Conçu pour être comme ça là-haut, mais il vaut mieux qu'il soit plutôt comme ça, d'accord? En tout cas, jamais par là. Ok. Et toi, tu es comme ça en haut du sourd. D'accord? Pourquoi tu es comme ça en haut du sourd? Je fais trop de l'extérieur. Complique pas, va à l'essentiel, vas-y. Mon grip,
Et oui, pourquoi il n'est pas bon ton jeu? La main gauche, Pourquoi elle n'est pas bonne la main gauche? elle est trop comme ça, Mais pourquoi elle est trop quoi? trop faible. Et pourquoi elle est trop faible? Ça, c'est bon. Non, c'est pas toi. Regarde, maintenant on prend la vidéo de face. Tu vas me dire ce qui va pas, d'accord? Voilà, regarde bien. Hein. Là c'est déjà faux. Là. Ça c'est faux. T'as pas encore mis les mains Oui. sur le club que c'est déjà faux. T'es d'accord? On continue, on continue, on continue. On continue. Donc là tu mets ta main gauche, tu enlèves la main droite et tu mets ta main gauche. D'accord? Ok. Là c'est faux. Là, comment tu trouves ça? Trop faible. Trop faible où? De la main gauche. Et pourquoi elle est faible la main gauche? Le club il est pas assez en avant. Voilà.